disent. Et le secrétaire perpétuel vous en prendra un déjà. Donc, vous voyez, vous avez une signature à faire. Oui, alors j'ai le temps de réfléchir. Comment rédiger Tout à fait. la dédicace pour quelqu'un d'aussi prestigieux. Voilà. Alors, nous allons avoir aujourd'hui et demain 2 séances consacrées aux travaux que mène Jean-Louis Vivier, qui est correspondant de notre 3e section. Je vous prie d'excuser ici le président Gaudusson qui est en visioconférence, et puis Madame de Souche qui est au Gabon. Voilà. Au Bénin, pardon, elle est au Bénin actuellement. Je rappellerai que vous êtes originaire de Montauban, dans le Bas-Quercy, que vous êtes docteur en droit et depuis 1978 avocat. Vous êtes également inscrit sur la liste des conseils près de la Cour pénale internationale. Il vous a été donné d'exercer votre profession pendant près de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, à l'époque où ce territoire connaissait des troubles entre 1985 et 1994, et vous avez tiré de cette expérience un livre, Mon chemin avec le FLNKS. Mais à côté de son métier, Jean-Louis Vivier a eu une activité de collaborateur de presse et d'enseignant qui lui a servi notamment à l'occasion d'un second parcours outre-mer, 1995-2023, qu'il a conduit en Guyane, dans l'océan Indien et en Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Bénin, Togo. Vous avez notamment participé à 3 missions d'expertise internationale et travaillé au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur du Togo à la fin de la présidence d'Eya Dema. Vous êtes l'auteur de 12 livres publiés, outre votre participation à des ouvrages collectifs. En 2000, vous avez été élu membre correspondant de la 3e section de l'Académie des sciences d'outre-mer, et vous allez nous faire l'honneur et le plaisir de parler de votre livre « À l'ombre des ananas en fleurs », ouvrage publié par les éditions L'Harmattan. La parole vous incombe. Très bien. Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères. Donc, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, bonjour. Veuillez d'abord excuser mon retard. Je viens d'un peu loin, je viens de la ville natale justement de Jean Laborde, dont on parlera demain, qui est également la ville natale d'André Soukado, qui a été le dernier gouverneur général de Madagascar et le premier ambassadeur de France à Tananarive. Voilà. Bon, ce livre-là que je vais vous présenter brièvement, le titre fera sourire tous les gens qui connaissent l'outre-mer, parce que bien entendu, l'ananas poussant à même le sol, il est impossible de se reposer à l'ombre de ces fleurs. Mais c'était une publicité qui avait amusé mon oncle maternel, qui était magistrat d'outre-mer, et c'est en souvenir de cette petite chose là que j'ai donné le titre à mon livre. Alors, dans ce livre, qu'est-ce que je raconte? Je raconte essentiellement la passion que j'ai éprouvée et que j'éprouve pour l'outre-mer, et j'essaie de donner une idée du plaisir qu'il y a pour vivre outre-mer. Alors, j'ai écrit ce livre parce que je n'ai pas eu à aucun moment la possibilité d'évoquer de façon un peu sérieuse, un peu prolongée, mes expériences outre-mer et le plaisir qu'il y a à connaître l'outre-mer auprès d'un public métropolitain. Je suis certain, en disant ça, que c'est également votre ressenti, votre expérience,
malheureusement, on est obligé de garder tout ça en nous-mêmes parce que quand on en parle, ça n'intéresse pas nos compatriotes de métropole. Alors, ce que je ne pouvais pas dire, exprimer, je l'ai écrit. Voilà. Alors, je vais, pour que ce soit un petit peu clair, répartir en 2 points mon intervention. Il y a d'abord, j'aurais pu parler, c'est vrai, du plaisir qu'il y a, à vivre outre-mer, du point de vue de la géopolitique, du point de vue de la relative rusticité des installations, du point de vue de la découverte de terres assez différentes de celles de la métropole. Mais bon, il a fallu faire un choix. Alors j'ai fait le choix suivant. D'abord, dire qu'à mon avis, l'outre-mer, et c'est une constante, est une école de convivialité. Et puis ensuite, m'attarder peut-être un petit peu sur la photographie de la vie de l'expatrié ou du oreilles, comme on dit dans plusieurs territoires, enfin des départements et collectivités d'outre-mer. Du oreilles à l'époque où j'ai pleinement vécu outre-mer, c'est-à-dire entre 1985 et disons 2020. Voilà. Donc une partie permanente, une partie fugace. C'est-à-dire qu'une photo, vous savez, lorsqu'elle est prise, elle appartient déjà au passé parce que l'histoire n'est pas, justement, n'est pas une photo, c'est un film, ça se déroule. Donc, ce sera une photo de ces années, de ces 35, oui c'est ça, des 35 ans que j'ai pu passer en dehors de l'Hexagone. Alors, une école de convivialité, j'ai dit. Ma chance, ça a été de commencer mon périple outre-mer par la Nouvelle-Calédonie. Alors, je dis que c'est une chance parce que c'est un territoire, à l'époque on parlait de territoire, c'était un territoire, et ça l'est toujours dans une large mesure, qui est original, et peut-être parmi nos possessions ultramarines, avec les autres territoires du Pacifique, Wallis et Futuna et la Polynésie française, peut-être celui qui a le plus d'authenticité. Alors, je ne connais pas les Antilles, mais je pense que les territoires du Pacifique, et peut-être particulièrement la Nouvelle-Calédonie, ce sont des possessions bien plus authentiques que d'autres possessions d'outre-mer qui nous restent. Alors, je parle de la Nouvelle-Calédonie, je pourrais parler également de Vanuatu, qui est, vous savez, l'ancien condominium des Nouvelles-Hébrides, qui est tout proche, et où je me suis toujours rendu avec un grand plaisir, où j'ai pu connaître une population extrêmement attachante. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord la population kanak que j'ai bien connue, population qui a une richesse culturelle assez immense, 28 langues qui sont actuellement parlées, 28 langues, une population qui connaît une structure institutionnelle très originale qui est la chefferie. Alors, je sais bien que la chefferie, elle n'est pas toujours authentique, elle est assez souvent une chefferie administrative qui doit tout aux colonisateurs, c'est-à-dire à nous. Voilà. Et les chefferies authentiques, les chefferies réellement traditionnelles, coutumières, sont probablement en Nouvelle-Calédonie une minorité. Mais enfin, il n'empêche que l'approche de cette chefferie, avec le protocole attaché lorsque l'on entre dans un village qu'on appelle là-bas tribu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis la coutume. Alors la coutume, ça a un sens extrêmement contrasté, puisque la coutume, c'est à la fois le savoir-vivre. Alors, savoir-vivre, comment est-ce qu'on passe
devant une personne, comment il ne faut pas l'enjamber, enfin, le savoir-vivre. Un détail là, qui me revient tout de suite, c'est une fille de chef qui était toute jeune, mais lorsque ses compatriotes kanaks ont appris donc, sa filiation, donc il passait devant elle en se courbant. Vous voyez, c'est quelque chose qui est resté, enfin tout au moins qui était resté lorsque j'y étais. Donc le savoir-vivre, c'est également un savoir en matière de médecine traditionnelle, et de mystique. Et la médecine et la mystique sont souvent liées. Et je peux témoigner, enfin, au risque de paraître naïf aux yeux de certains, peut témoigner que j'ai été guéri par cette médecine de la façon suivante. J'étais malade, ça se voyait vraiment. Une amie kanak est venue nettoyer entre guillemets la maison, c'est-à-dire en crachant à certains endroits un liquide. Et puis le lendemain matin, tout le monde me demandait ce qui se passait parce que mon aspect avait changé. Donc c'est pas de la blague, je peux en témoigner. Parmi les règles qu'il y a également, alors à Vanuatu, c'est les règles qui concernent la consommation du kava, vous savez, cette boisson qu'on fait avec une racine, la racine d'un arbuste. Ben, il ne faut pas la prendre n'importe comment, il ne faut surtout pas la prendre comme digestif, et il faut plutôt la prendre avant le repas. Et ayant violé sans le savoir cet interdit, j'en ai payé les conséquences parce que je me suis effondré, on a dû me porter jusqu'à mon lit. Vous voyez, donc ce sont des souvenirs, et la consommation du kava dans le nakamal, c'est-à-dire la maison des hommes, avec ce calme qui y règne la nuit, dans une noix de coco évidée face à la mer. Bon, on ressent une paix qui est assez indescriptible, mais voilà. La coutume, bon, c'est également les règles relatives à la dévolution des biens, qui se fait de la manière suivante, c'est-à-dire que l'enfant, on lui donne un nom, et dans chaque famille, il y a un réservoir de noms, et c'est en fonction de ce nom qu'il va recevoir les biens de la famille. Règle également en ce qui concerne l'alliance. Alors, autrefois, disons, les unions matrimoniales se faisaient entre cousins croisés. Bon, maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, mais enfin, il y a toujours, dans le nord de la Grande Terre, par exemple, entre les Douys et les Bailles, il y a toujours cette règle d'exogamie, c'est-à-dire le Douy doit épouser une Baille et inversement. C'est la structure de la parenté, l'adoption également, qui obéit à des règles tout à fait originales, que l'autorité française a respectées, dans la mesure où un texte prévoit la dissolution du mariage, l'adoption, etc., qui échappe au Code civil. Voilà. Et une fille mère, bon, un mot un peu, enfin, deux mots qui accolés l'un à l'autre sont un peu péjoratifs. Là-bas, bon, c'est pas quelque chose de déshonorant, mais pour que l'enfant ait un père, ben, l'enfant est adopté par un frère, un oncle, etc. Et c'est probablement difficile pour une femme d'accepter que l'enfant lui soit retiré, mais enfin, j'ai vu que ça se passait, ou tout au moins jusqu'à mon départ, ça se passait sans drame, tout au moins sans drame perceptible. La résolution des conflits, vous savez, qui
qui obéit à une certaine justice distributive, restauratrice, pardon. C'est-à-dire que la victime reçoit des présents pour qu'elle accorde son pardon, et elle manifeste son pardon en donnant quelque chose également à l'auteur des faits dont elle a à se plaindre. Tout ça, c'est évidemment, ce sont des traits qui m'ont fait, on peut dire, naître une deuxième fois, pour parler un peu comme les anglo-saxons, born again. Ça a été une découverte et réellement ça m'a profondément marqué. Également l'histoire des terroirs avec la généalogie, les clans qui sont venus, qui ont été invités, qui ont été les premiers occupants, etc. Cette histoire qui est rappelée par un vieux qui monte sur une échelle d'igname, vous savez, et puis il raconte donc l'histoire du terroir tel qu'en est venu, etc. Ben, il le raconte dans la langue vernaculaire, donc je n'y ai bien sûr rien compris, on m'a expliqué. Et puis l'assistance pousse un cri d'approbation. Hey, hey. Voilà. Donc c'est ce savoir qui se transmet comme ça, ce savoir oral, c'est quelque chose qui est tout à fait spectaculaire et qui devrait être respecté probablement plus qu'on ne le fait. Un trait également de la population kanak, c'est ce sens du partage qui est assez extraordinaire et que j'explique de la façon suivante, c'est que nous avons affaire, contrairement à l'Afrique, contrairement à l'Europe, nous avons affaire à un monde où il n'y a pas de grenier, parce que bon, c'est un monde, enfin une terre où il n'y a pas de céréales, donc pour garder les denrées alimentaires, c'est pas possible. Donc soit vous le consommez, soit c'est perdu. Donc plutôt que de le perdre, il vaut mieux le donner, puisque ça vous apporte des amitiés. Voilà, on peut garder les ignames pendant quelques temps, mais pas très longtemps, bien entendu. C'est pas du riz ni du blé. Alors, en Nouvelle-Calédonie, j'ai connu les Kanaks. Je me suis pris de passion pour cette population qui, à l'époque, enfin, dans le livre, je ne le rappelle pas trop parce que les livres que j'ai publiés précédemment sont des livres d'analyse. Là, c'est pas un livre d'analyse, c'est plutôt un livre de souvenirs. Mais à l'époque, la population kanak était profondément méprisée et même persécutée, surtout pendant la période de cohabitation et la période qui a suivi immédiatement la période de cohabitation jusqu'à la signature des accords de Matignon voilà, il s'agissait de... je me suis donc lié beaucoup à cette population kanak, mais ça ne m'a pas empêché, bien entendu, de connaître les autres composantes de la population calédonienne. Alors, parmi ceux qui m'ont marqué, il y a un certain nombre de oreilles, justement, c'est-à-dire de métropolitains, au parcours très atypique, comme on en rencontre, je crois, qu'outre-mer. Alors autrefois, on pouvait les rencontrer en Afrique, par exemple, mais aujourd'hui que nos possessions africaines sont devenues des États indépendants, qui imposent un visa, qui imposent une carte de séjour, etc. Les originaux, disons, ça les a chassés. Donc ils sont partis, mais on en retrouve en Nouvelle-Calédonie, et entre les divers chapitres de mon livre, j'évoque telle ou telle personnalité qui m'a semblé haut en couleur. Voilà. Alors, la plupart de ces métros, de ces oreilles, ont fui quelque chose. Alors, ils ont pu fuir un contexte
comment dirais-je, de vie. Ils étaient dans un village, un quartier où ils voulaient se faire oublier. Bon, il y en a un certain nombre. Ils ont parfois fui une femme, tout simplement, une famille. Bon, ça, j'en ai rencontré beaucoup et qui est de ces gens qu'on ne voit pas, qu'on ne croise pas, ou guère, en métropole. Alors, je dois dire également que j'ai connu quelques Caldoches, c'est-à-dire les créoles de Nouvelle-Calédonie, des Vietnamiens aussi, dont j'ai pu apprécier le sens du travail et l'absence de toute fierté mal placée, vous savez, qui retiendrait des enfants de riches de mettre la main à la pâte, d'aller servir dans la boutique ou dans le restaurant familial. Vous voyez, je l'ai vu, bien entendu. Ce qui m'a frappé, c'est aussi l'abolition des hiérarchies sociales, c'est-à-dire que il y a une facilité à côtoyer des gens de niveau social extrêmement différent. C'est-à-dire que le rétrécissement, je pense que c'est ça, le rétrécissement de la population d'origine métropolitaine fait que finalement, bon, vu le nombre assez restreint de gens qu'on peut fréquenter, on ne s'embarrasse pas de savoir si un tel est médecin, si un tel est mécanicien. Bon, une relative abolition des hiérarchies sociales. Et puis enfin, bon, les aventures des uns et des autres. Pour le meilleur et pour le pire, il y a des gens qui sont partis de rien et qui se sont taillés un empire à la façon, vous savez, des pionniers du Far West, et puis d'autres qui ont subi des échecs assez terribles. Voilà. Alors, dans ce parcours en Nouvelle-Calédonie, j'ai reçu les leçons, on peut dire, ou l'initiation d'un personnage qui a été mon maître dans cette première expérience outre-mer. Il s'agit de Jean Guiard. Jean Guiard, qui était chercheur à l'Orstom, qu'on appelle aujourd'hui l'IRD, c'est-à-dire l'Institut de recherche en développement, je devais le citer. Alors, après la Nouvelle-Calédonie, j'ai, comme M. le secrétaire perpétuel l'a rappelé, j'ai connu d'autres territoires, bon, je dois dire des territoires qui m'ont beaucoup moins attaché que la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu. Il y a la Guyane, il y a la Réunion. Alors, les caractéristiques que j'ai énoncées, pour la Guyane, elles valent un peu. Bon, on trouve des parcours assez étonnants. J'en parle dans mon ouvrage. Mais par contre, le peuple d'origine de la Guyane, qui sont les Amérindiens, ce sont les grands invisibles de la Guyane. Donc, j'ai malheureusement pas pu frayer avec eux. Alors, j'ai été invité par quelqu'un qui est en quelque sorte le chef de file des Amérindiens, Alexis Tiuka. J'ai été invité dans un village à Walaï-Nimapo, qui est le village amérindien sur le littoral. Les autres sont dans la forêt, mais là, il est sur le littoral. Donc, c'est un village dans un cadre assez merveilleux, avec du sable blanc dans lequel les tortues viennent pondre. J'ai passé une nuit merveilleuse dans un hamac. Tout ça a été très, très sympathique. Mais Alexis Tiuka, qui m'avait invité, ne s'est jamais approché de moi, et au contraire, il
il avait l'air de fuir. C'est un peu un mystère, c'est une occasion manquée. Ben, je le regrette, mais c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Les gens et les peuples ne nous ressemblent pas forcément, et on aurait tort peut-être de chercher des explications rationnelles pour nous à leur comportement. En Guyane, non, à La Réunion, pardon, excusez-moi, oui, il y a une équipée assez extraordinaire, c'est celle du docteur Sudre, vous savez, qui avait créé une radio, peut-être même une télévision, une chaîne de télévision, qui a eu un parcours très étonnant, mais bon, voilà. Et puis bon, après mon parcours dans ce qui reste de l'outre-mer proprement dit, c'est-à-dire les départements et les collectivités sous souveraineté française, j'ai connu également des États d'Afrique, essentiellement d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Et puis, alors, j'ai fait de fréquents et longs séjours à Madagascar, sans jamais y exercer une activité professionnelle, mais enfin, j'avais connu, parce qu'il y a également quelque chose qui est très séduisant, c'est une espèce de parcours circulaire, c'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un à un endroit, puis vous le retrouvez à un autre endroit, où il vous explique que là où vous allez, bah oui, il connaît. Oui. Alors j'avais connu un membre de la coopération française à Ouagadougou, que lorsque j'étais à La Réunion, dont j'ai appris qu'il était à Tananarive, toujours dans la coopération. Et donc, grâce à lui, j'ai eu une bonne introduction dans le milieu malgache, et ça m'a facilité les choses. Bon, quand je me rendais à Madagascar, il était là, venant me chercher à l'aéroport, je logeais chez lui, c'était très agréable. Et puis, encore une fois, une introduction auprès des Malgaches de sa connaissance, étant coopérant et très simple dans son comportement. Il avait des relations faciles, ça m'a aidé pour mes débuts à Madagascar. Voilà. Alors, l'Afrique noire et Madagascar, pour commencer, je dirais quelque chose que j'emprunte à un livre de Pierre Messmer qui disait les Blancs s'en vont. Et c'est vrai, bon, les Blancs s'en vont. Voilà. Et c'est vrai que l'Afrique et Madagascar ont chassé les Blancs, c'est-à-dire les Européens et les Français. Alors, j'ai vu, alors, de mes propres yeux, en 25 ans, oui, à peu près, 25 ans d'Afrique noire, j'ai vu la disparition, notamment des professions indépendantes. Alors, si vous voulez vous inscrire comme médecin, comme dentiste, comme avocat, j'en sais quelque chose et ça m'a coûté cher. Si vous voulez vous inscrire, c'est absolument impossible. Ce sont des professions qui sont verrouillées, fermées, et qui sont des proies. J'emploie le mot proie à dessein parce que l'enjeu est vraiment boutiquier et financier. Ce sont des proies pour les gens en place. Mais également, j'ai vu disparaître quantité d'activités commerciales tenues par des Européens. Alors, c'est pour ça que ces figures, ces gueules, excusez-moi, que j'ai pu connaître dans l'outre-mer français, mais en Afrique, j'en ai connu beaucoup moins. Il faut être... Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pour ça que Pierre Messmer dit les Blancs s'en vont. Et c'est
c'est dommage qu'il en soit ainsi, parce que pour qu'une population se sente véritablement chez elle, il faut que ces composantes puissent exercer toutes les professions, y compris les plus humbles. Alors, si maintenant les seuls Français qu'il y a, ce sont des coopérants civils ou militaires, des diplomates et des enseignants des écoles françaises, c'est quand même très limité, on ne peut plus se sentir chez nous. Comme je dis, ça n'a pas toujours été ainsi. Alors, pour le grand dévoreur de romans coloniaux que je suis, j'ai trouvé beaucoup de professions inattendues dont parle alors Henri Crouzat, qui est avec Aziza Niamkoko, qui est à mon avis le meilleur romancier colonial et peut-être le meilleur romancier tout court. Robert Randeau, qui est de son vrai nom Robert Arnaud, qui avait été gouverneur de la Haute-Volta, qui est un mauvais romancier à mon avis, mais un connaisseur extraordinaire de l'âme africaine. Bon, c'est quelqu'un qui véritablement connaît très très bien la psychologie africaine. Robert Randeau, un personnage qui signe J.S. Kemener, mais de son vrai nom c'est Jean Seignard, qui a écrit sur la Guinée qu'il a bien connue dans les années 50, c'est-à-dire juste avant l'indépendance de la Guinée. Roger Verbeek, alors lui c'est un Belge donc, qui a connu le Congo de l'immédiate après indépendance. Le docteur Trottmann, qui est un médecin militaire qui a écrit sur le Dahomey, qui a écrit sur Madagascar, qui a écrit sur le Soudan. Bon, voilà. Et alors, ces divers romanciers, ces divers auteurs montrent des Français qui exerçaient des professions assez inattendues. Bon, je ne parle pas des strates inférieures de l'administration, bon, des douaniers de base, des agents contractuels des travaux publics, etc. Mais également, bon, des tenanciers, des tenancières de bar, des hôteliers, des marins de port, de tout petits planteurs, des mécaniciens, et même un coiffeur. Alors, le coiffeur en question, qui a réellement existé d'ailleurs, il est campé dans un roman de Robert Randeau. Alors, bon, vous, messieurs, ça vous étonnera peut-être pas, mais enfin, un moderne coopérant, il serait sidéré. Donc, le coiffeur vient chez un de ses clients, français comme lui, et puis donc il est reçu par le boy qui est assis par terre, qui mange le bassi, c'est-à-dire le couscous de mil. Et donc le coiffeur le regarde et dit, mais tu pourrais pas me mettre la main dans le plat? Alors le boy lui dit, si, assieds-toi. Et puis alors il est excellent. Bon, scène aujourd'hui qui est absolument inimaginable, mais qui montre bien à quel point il y avait une pâte qui se formait, et que si l'expérience était prolongée, il aurait pu y avoir une formation d'une couche de blanc créole en Afrique noire. Voyez. Alors, bon, aujourd'hui, en plus, ce sera la seule fois que je lirai pour en parler, parce que ça m'a semblé vraiment amusant de décrire un personnage, là, dans un roman justement de Kemener. Ricard, un malchanceux, un petit blanc. Tous les 2 mois, je le voyais venir chez moi, à Cancan, pour se faire offrir un verre. Il passait son temps à parcourir la brousse de marché en marché, avec une vingtaine d'ânes qui portaient dans un sens du carbure, des cardes à coton
et des tissus, et dans l'autre des peaux d'antilope. Ce travail ne pouvait faire vivre personne qui ne fût noir. Bon, vous voyez, c'est le genre de travail, effectivement, qu'on a peine à imaginer, et qui est pourtant... Alors, les modernes coopérants vivent dans leur bulle dorée, vivent assez isolés, assez repliés sur eux-mêmes. Ils économisent, je pense, de quoi acheter leur maison Phoenix. Et donc, il y a malheureusement pas beaucoup d'échanges entre les indépendants dont j'étais et les coopérants. Avec des exceptions. Je vous ai parlé de mon ami coopérant connu au Burkina, puis retrouvé à Madagascar. Également un officier un officier vraiment un digne héritier de l'infanterie coloniale que j'avais connu à Lomé, donc au Togo, qui s'était marié, mais marié avec une Française, enfin qui s'était marié localement, qui aimait bien vivre, donc il y avait la villa administrative qu'on lui proposait ne lui convenait pas, donc il avait pris à ses frais une villa avec une piscine. Il sabrait le champagne, vous savez. C'était un personnage extrêmement haut en couleur, celui-là aussi, et qui savait vivre, qui a vécu, comme moi, comme tous, je pense, son retour en métropole comme un drame. Voilà. Et il avait été placé sous les ordres d'un contrôleur des armées. Les relations étaient assez urticantes. Et un jour, il avait dit au contrôleur des armées, mais vous voyez, moi je commande à des hommes, vous commandez à des crayons. Ça n'avait pas dû améliorer les relations. Ah oui, 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 très bien, très bien. Oui, oui, je comprends. Alors, les Africains, mais après avoir parlé des Européens en Afrique, disons un mot des Africains. Les Africains, bon, bien sûr, que j'ai connus là-bas, mes relations ont été moins intimes que les relations que je pouvais avoir avec les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, ou même à Vanuatu. Bon, je les ai trouvés moins accueillants, moins accessibles, plus intéressés, disons, par le matériel. Quant aux élites, j'ai fait l'expérience que chacun d'entre vous a certainement faite, qu'ils veulent se montrer bons élèves, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils ont appris la leçon et qu'ils sont capables de reproduire les schémas qu'on leur a inculqués. Alors c'est évidemment très triste pour moi, parce que l'indépendance était l'occasion, ça aurait pu être l'occasion de créer des modèles originaux, conformes au génie de leur peuple. Et puis malheureusement, c'est pas du tout ce qui est arrivé, ce que l'on constate. Alors, en plus, les conversations que je pouvais avoir avec les Africains étaient décevantes dans la mesure où il y a un oubli du passé qui est très étonnant, enfin, qui m'a étonné de prime abord. C'est-à-dire que pendant 70 ans, 75 ans, que nous avons été présents en tant que puissance coloniale en Afrique noire, nos compatriotes métropolitains étaient militaires, étaient administrateurs, étaient commerçants, beaucoup, étaient missionnaires, et ces gens-là, ils avaient des subordonnés africains, ils avaient des concubines pour certains africaines, ils avaient des voisins africains, des élèves, des catéchumènes. Donc, ils étaient bien insérés dans ce milieu. Et puis, c'est comme s'ils n'avaient jamais été là. Personne ne se souvient d'eux, personne ne se souvient des rapports qu'ils avaient avec les grands-parents, les arrière-grands-parents
des Africains d'aujourd'hui. En fait, je pense que l'explication elle est la suivante, c'est que le père africain ne parle guère avec ses enfants, si ce n'est pour leur donner des ordres. C'est-à-dire, va me chercher la cigarette, va m'acheter une bière, voilà. Mais il ne se ménage pas un temps pour parler à ses enfants, dire ben voilà, il s'est passé ceci, cela. Non. Et donc avec ces relations père-enfant, eh bien la connaissance, l'expérience qu'ils auraient pu faire partager, c'est malheureusement perdu. Un trait assez général en Afrique noire, un trait original, mais que l'on ne perçoit pas tout de suite, c'est qu'à côté, ou derrière plutôt, derrière les apparences, qu'on veut bien vous montrer, des apparences de société très administratives, mais derrière ces apparences, il y a la sorcellerie, qui est extrêmement présente et qui est responsable, je pense, de la majorité des crimes et des délits qui se commettent sur place. Alors voyez-vous, un cadre de l'administration pénitentiaire à Madagascar m'avait dit, mais ce sont les litiges fonciers qui remplissent les prisons à Madagascar, parce que bon, la terre malgache qui est cultivée depuis des générations par une famille, brusquement, cette famille s'en voit dépossédée parce que quelqu'un a obtenu par corruption un titre de propriété sur cette terre. Et bien entendu, les relations après peuvent dégénérer en violence, et en violence grave. Mais en Afrique noire, Afrique et Madagascar, c'est deux mondes différents. Hein. En Afrique noire, ce que j'ai constaté, c'est la sorcellerie qui est responsable de beaucoup de crimes, de beaucoup de délits. C'est ce que j'ai constaté. Bon, je ne m'étends pas. Voilà. Alors, en Afrique, malheureusement, j'ai pas pu, enfin, sauf pendant quelques mois, exercer ma profession, mais j'ai pu participer à des travaux universitaires. J'ai pu également participer, comme M. le secrétaire perpétuel a bien voulu le dire, au travail d'un ministre que j'avais connu, qui était un ami, plusieurs années avant de devenir ministre. Et voilà, donc c'est évidemment quelque chose de fort intéressant et qui est pas forcément imaginable si j'étais resté en métropole. Voilà. Alors, mon maître pour mieux connaître l'Afrique, ça a été un autre chercheur de l'IRD, Yves Marguerat, qui était quelqu'un qui avait, comme on dit, l'Afrique au cœur et qui m'a beaucoup appris voilà, qui est mort aujourd'hui, comme d'ailleurs son collègue Jean Guillard, si bien que malheureusement je ne peux plus non seulement les voir, mais leur poser des questions, leur demander des renseignements, car c'était des mines de savoir. Voilà. Alors, ceci donc, c'est les enseignements permanents que je peux garder de l'outre-mer et de l'Afrique. Maintenant, le livre que j'ai rédigé, comme je vous dis, c'est une photo sur un temps qui est, disons, grossièrement 1985-2020. Et il y a donc une certaine
Oui, une certaine fugacité probablement dans ce que j'ai observé. Ce sont des images qui nous échappent, parce que bon, les choses évoluent extrêmement vite. La démographie est galopante dans les, dans les pays d'Afrique. Dans l'outre-mer français, non. Mais dans les pays d'Afrique, la démographie est galopante. Et les, les difficultés qui se posent dans la vie quotidienne, ces difficultés, on peut dire qu'à cause de la démographie, elles tendent à s'aggraver. Alors, autrefois, je ne vais pas m'étendre là-dessus, enfin, autrefois, vous savez, les villages étaient mobiles, c'est-à-dire qu'une fois que la terre était épuisée, on s'en allait quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres plus loin. Maintenant, c'est évidemment plus possible. Alors, heureusement, la mécanisation n'est pratiquement pas arrivée, donc le travail retient beaucoup de gens sur la terre, mais avec des parcelles qui sont petites. Bon, il y a également un phénomène d'exode rural. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont amenées probablement à s'aggraver. Pour ne pas trop durer, parce que M. le secrétaire perpétuel m'a imparti un temps limité qui doit être peut-être même dépassé. Il est déjà dépassé. Et surtout, il y a peut-être oui, quelques très bien. Oui, tout à fait. Oui, je voudrais dire à quel point notre académie est est la vraie famille dans laquelle je me reconnais. Cette académie qui est le temple de l'expérience et de la mémoire d'outre-mer. Et parmi les académiciens dont je garde une mémoire particulièrement vive et sensible, j'en ai retenu 4, 2 que j'ai connus de façon très, très superficielle, mais dont on voyait que c'était des grands messieurs, et puis 2 autres que j'ai connus un peu mieux. Alors, parmi les personnes dont la rencontre m'a impressionné, il y a Pierre Messmer, dont j'ai dit un mot, et il y a également le gouverneur San Marco. Le gouverneur San Marco qui avait écrit ceci que je vais vous livrer. Est-ce vrai que c'est noir? Alors, pour être tout à fait franc, il utilise un autre mot. Enfin bon, un mot qui n'est pas très politiquement correct aujourd'hui. Est-ce vrai que ces Noirs, nous les aimions comme ils étaient, et que nous n'étions pas pressés de les voir accéder à une évolution et à un genre de vie que nous avions plus ou moins fui nous-mêmes en venant en Afrique? Donc vous voyez, même des gens de la trempe du gouverneur San Marco reconnaissaient que sa présence outre-mer procédait d'une fuite. Voilà. Et tout de même, voir quelqu'un très vif d'esprit, mais qui avait connu une institution, par exemple, comme celle de l'indigénat, et qui me parlait, encore une fois, avec une vivacité d'esprit, une intelligence parfaite. Enfin, c'était pour moi impressionnant. Et puis 2 autres personnes, quelqu'un qui nous a quittés récemment, qui est Jean Nemo, qui avait commencé sa carrière au Togo, justement. Une très brillante intelligence, un travail acharné, et sous des dehors bourrus, quelqu'un d'extrêmement attachant, et vraiment un homme de cœur. Voilà, donc je suis triste qu'il nous ait quittés, mais enfin c'est malheureusement le lot commun des hommes et des femmes. Et puis également quelqu'un qui est mort il y a un peu plus longtemps, Max Jalad, qui était un journaliste très avec beaucoup d'entre-gens, qui faisait partie du voyage de l'Académie en Guyane, à l'époque où j'étais moi-même en Guyane, si bien que ça m'avait permis de me joindre à cette petite délégation d'académiciens.
et Mac Jalad, qui était quelqu'un de tout à fait délicieux, et lui aussi, j'ai une pensée pour lui, vous voyez, comme quoi on peut, venant d'horizons divers, mais on peut se rejoindre dans cet intérêt, enfin, qui est beaucoup plus qu'un intérêt, pour l'outre-mer. Voilà, messieurs, chers confrères, ce que je pouvais dire. Y a-t-il une ou l'autre question, des remarques, des observations? Allez-y, Monsieur Bousquet. Elle existe encore en Angola, au Mozambique, dans les colonies portugaises. On a cette classe. Honnêtement, je n'ai pas été assez souvent depuis. Comment elle a évolué? Qu'est-ce qu'elle représente encore dans les pays portugais? Est-ce que ça a été un enrichissement pour le pays ou pas? La seule expérience que je vois, c'est celle de l'Afrique du Sud, où ça représente encore un parti et une classe importante. Oui, alors dans les pays francophones, non, ça ne s'est pas produit, parce que les premiers à souffrir de l'indépendance, c'était justement ceux qui vivaient avec le plus proche de... Moi, je me rappelle, à Sikasso, par exemple, il y avait un type qui tenait une meunerie. Voilà. C'était un ancien soldat installé là. Malheureusement, il n'a plus de clients à partir d'un certain temps, parce qu'il était quand même plus cher que les nationaux. Parce qu'ils vivaient dans des conditions un peu plus différentes. Donc je pense qu'on n'a pas réussi ça. Ou est-ce qu'il fallait le réussir? C'est un autre problème. Oui, je pense effectivement que ça fait partie des Blancs qui s'en sont allés, comme disait Pierre Messmer, ou qu'on a chassés, comme les compagnies comme SCOA, CFAO, Morel et Prom, Périssac, tout ça, ouais, parti. Bon, je pense que l'explication, elle est simple, c'est, comme vous avez dit, le coût, simplement le coût. Parce que, bon, un entrepreneur européen, bon, il va devoir respecter les règles du Code du travail, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que le salaire minimum, la déclaration à la caisse de sécurité sociale, il ne va pas pouvoir faire travailler quelqu'un 120 heures par semaine, voilà, c'est pas possible. Et il va devoir payer la douane. Alors que son concurrent africain, il va payer le douanier parce que c'est moins cher que la douane. Son personnel ne sera évidemment pas déclaré à la sécurité sociale. Il va faire des semaines de, je sais pas, 100 heures, ou peut-être même davantage. À ce moment-là, il sera évidemment beaucoup plus compétitif que le concurrent européen. Alors, ceci dit, la classe des métis, j'ai entendu dire, et j'ai lu bien souvent, que dans un pays que je ne connais pas, qui est le Gabon, il y a eu d'assez nombreux métissages, mais je n'ai pas pu le vérifier puisque je ne suis pas allé. Pardon? C'était à la demande du président. Je ne vous ai pas. Ah, à la demande. Ah oui, d'accord. D'accord, oui. Mais il y avait eu des métis bien avant l'indépendance. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi, c'était une colonie qui avait la côte. Hein. Oui. Alors, dans les pays, par contre, que je connais, comme le Bénin ou le Togo, il y a des gens qui portent un nom, pas français, très peu, mais portugais. Les Portugais se sont largement métissés. Mais bon, ils portent des noms portugais, mais on ne voit aucune trace de métissage. Bon, et le semblant, s'il y en a eu, parce qu'il peut y avoir simplement un nom portugais sans sang portugais, mais le sang portugais, il ne se voit pas, disons. Voilà.
mais des noms portugais, des Sousa, d'Almeida, Santos, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, alors certains sont liés à l'esclavage, mais ça n'est pas du tout une marque d'infamie, bien au contraire. Alors, le quartier que j'habitais à Lomé était sous l'autorité du chef des Sousa, qui était très fier de montrer le tableau qui représentait son ancêtre, Chacha des Sousa, qui était un grand trafiquant d'esclaves venu du Brésil, dont on a fait un film d'ailleurs, qui est plus ou moins réussi, un film de Werner Herzog avec cet acteur là, Klaus Kinski, qui s'appelle Cobra Verde. Voilà. Alors Yves Marguerat, mon maître, me disait que le nom du maître était porté également par les descendants d'esclaves, et que on lui disait celui-là, là, c'est pas vrai, là, c'est Amé Peuplé, c'est-à-dire c'est un esclave, voilà. Mais... Y a-t-il une autre intervention? Sinon, je vous propose de passer à la salle à côté avec vos livres pour les quelques personnes qui sont là. Très bien. Rendez-vous demain à la même heure pour traiter du mystère Jean Laborde. C'est quand même un personnage qui mérite le détour. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais quand je suis arrivé à Auch, parce que je ne suis pas occitan, j'ai tout de suite été intéressé par ce personnage, parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait plein d'incohérences dans son histoire officielle. Et puis alors j'ai gratté, je me suis aperçu, mais non, mais tout ça, je me suis aperçu que tout ça était de la truffe, une plaisanterie. Voilà. Je ne sais pas si vous me permettez de dire quelques mots là-dessus, ou bien si on le réserve pour demain. Vous avez 5 minutes. Oui, oui. Non, parce que je dirais tout simplement qu'il y a deux manières de faire de l'histoire. La première manière, c'est de recopier ce qui a été écrit avant vous, avec toutes les bêtises qui ont été insérées par vos devanciers. Et puis, au besoin, vous rajoutez quelques saillies qui sont le fruit de votre imagination. Ça, c'est une manière rapide et facile de faire de l'histoire. Puis en plus, ça ne vous fâche avec personne, puisque finalement, vous dites la même chose que ceux qui vous ont précédé. Voilà. Et puis, il y a une autre manière de faire de l'histoire, c'est de chercher les documents. Et évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça vous fait mal voir par ceux qui ont écrit des bêtises avant vous, et qui sont tout maris de voir leur fantaisie démasquée. Mais c'est la manière que j'ai adoptée. Et ça m'a permis au passage de voir que un certain nombre de documents qui sont publics, qui sont pas cachés, ont échappé complètement aux prétendus chercheurs, aux prétendus biographes de Jean Laborde. Et voilà, donc j'ai pu rétablir l'histoire de Jean Laborde jusqu'à son arrivée à Madagascar. Après, comme je le disais, la période malgache est beaucoup mieux connue que la période antérieure à son arrivée à Madagascar. Il y a notamment une thèse de Caillon Filé, une thèse de doctorat, qui s'appelle Jean Laborde et l'océan Indien, qui fait, je pense, à peu près le point sur sa présence à Madagascar. Et je n'allais pas suer sang et eau pour refaire la même chose, dire ce qui me semblait être sérieux dans cette thèse, alors elle, qui est très sourcée. Donc voilà, je m'en suis tenu à la période qui est le domaine des fantaisistes, c'est-à-dire
la période qui précède son arrivée à Madagascar. Voilà. Et son arrivée elle-même, parce que jusqu'à son arrivée, il y a des digressions qui sont faciles à relever. Voilà. Nous passons à la salle à côté. Si vous le voulez bien. Merci de cette présentation de votre livre. Et donc, nous nous rendons à l'ombre des